Madame, Monsieur, pardonnez cette entrée en matière quelque peu théâtrale, peut-être même tonitruante, mais pour les avoir pratiquées longtemps, je connais les vertus rassembleuses d'énergie de ces notes stridentes qui correspondent à la sonnerie réglementaire du réveil, qui résonne tous les matins à 6h30 dans les régiments français, aux grandes dames des voisins d'ailleurs souvent. Vous pouvez vous demander ce que fait devant vous aujourd'hui un officier général de l'armée de terre française qui a dépassé depuis quelque temps maintenant les dates de péremption, mais il se trouve que, en préparant cette journée avec l'équipe d'organisation, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de sujets que vous allez débattre dans la journée, dont vous allez débattre, résonnent très fortement dans le questionnement des chefs militaires, questionnement du temps de paix pour équiper et préparer nos soldats, mais aussi évidemment questionnement du temps de guerre, dès lors qu'il s'agit de les conduire au combat, de risquer la vie des hommes et des femmes que la République et leurs familles nous ont confiés. Par exemple, pour un chef militaire, l'hypothèse non nulle d'être jugé a posteriori par des générations futures est un aiguillon majeur, probablement l'un des plus importants. De fait, quel héritage allons-nous laisser à nos jeunes? C'est quelque chose qui résonne beaucoup dans l'esprit des chefs militaires. Plus profondément encore, ces mêmes jeunes seront-ils conscients de la valeur de l'héritage que nous leur laisserons un jour? Par exemple, nous sommes en Europe. Qui parmi nos jeunes se souvient que 70 ans de paix globale en Europe est une anomalie historique, que leur arrière-grand-père, grand-père, parfois leur père, se sont battus, parfois sont morts pour ça, et qu'il leur appartiendra d'entretenir un jour l'héritage? Ce que j'ai surtout retenu de mes 40 années à parcourir certains des endroits les plus beaux de la planète, parfois aussi les plus malfamés, je ne parle pas des couloirs régaliens parisiens évidemment, c'est qu'il n'y a pas de victoire possible pour un chef militaire sans avoir à ses côtés des esprits originaux, capables d'imaginer l'impossible. Disposer d'états-majors compétents et entraînés ne suffit jamais, car quelle que soit la qualité de la planification et de la conduite des opérations, il ne se passe jamais ce qui est prévu. Ce qui fait d'ailleurs qu'un chef de guerre avisé doit se séparer immédiatement de celui de ses adjoints, capable de lui dire la plus grosse énormité qu'il soit: mon général, soyez rassuré, cela n'est jamais arrivé dans le passé. En 20 minutes, voici donc certaines leçons apprises, avec beaucoup d'humilité, que je voudrais partager avec vous ce matin. Tout d'abord, les 4 mots-clés d'un processus décisionnel de bon aloi sont très clairement travailler, bien sûr, douter, challenger, et bien sûr décider. Rien de très nouveau, et ce depuis des siècles, et pas uniquement évidemment dans le domaine militaire. Décider, c'est choisir dans l'incertitude, et choisir, c'est renoncer. Renoncer est toujours compliqué. Comme dans beaucoup d'autres secteurs d'activité, la prise de décision est un sport collectif, même si la responsabilité, surtout morale, ne se partage pas. Très franchement, il n'est pas très compliqué de prendre une bonne décision. Nos officiers et nos sous-officiers sont instruits et entraînés pour cela. Ils sont même le plus souvent extraordinairement expérimentés, tant les armées sont des armées d'engagement. Mais la vraie difficulté de cette décision est de laisser une juste place à l'intuition et de prendre surtout la dite décision au bon moment. De fait, une décision médiocre prise en temps et en heure est toujours préférable à des ordres adaptés et clairs, mais donnés trop tard, ou pire encore, trop tôt. Un défaut de compréhension des délais et des échéances sont à l'origine de toutes les catastrophes militaires les plus achevées. Travailler, parce qu'individuellement comme collectivement, nous ne sommes jamais aussi bons qu'on le croit. Or, les mots écrits ou prononcés tuent sur un champ de bataille. Les soldats savent donc qu'il ne faut jamais seulement compter sur un soi-disant talent, une soi-disant expérience. Je me suis toujours ainsi méfié de la notion de French touch que nos alliés nous attribuent volontiers, car elle ne doit pas nous exonérer de travailler durement. Il y a évidemment un fond de vérité, j'ose le croire, dans cette expression, car nos soldats, vos soldats, font par réflexe, presque par éducation, des choses que d'autres font davantage en suivant des checklists. Mais n'en faisons jamais un principe intangible, car l'orgueil gaulois est mortifère. Donc,
La question difficile que se pose tout chef de guerre est la suivante. Ai-je travaillé suffisamment pour avoir la conscience tranquille, surtout le jour où je dois écrire une lettre à des parents pour leur annoncer la mort d'un fils ou d'une fille au combat? Cette douloureuse ascèse du doute est nécessaire. Évidemment, elle a ses limites. Le chef ne peut les partager qu'en cercle très restreint, mais aussi car aussitôt la décision prise, un engagement sans réserve de tous est nécessaire. C'est la raison précise pour laquelle un chef militaire s'entoure toujours d'esprits originaux, parfois très exotiques, pour challenger en permanence des scénarios, les fameux what-if de questionnement militaire, des planificateurs qui sont toujours excellents, toujours très classiques, mais toujours très procéduriers. Les idées originales font toujours la différence, à la fois au niveau stratégique et au niveau tactique. Je vais essayer de vous développer deux exemples. Au niveau stratégique, tout d'abord. En juillet 2022, l'armée de terre française a créé une Red Team permanente composée d'une dizaine de personnes, comprenant des scénaristes et dessinateurs de science-fiction, un astronaute, des artistes plutôt déjantés, un chef cuisinier du Mans étoilé, connu pour sa créativité débordante. Naturellement, vous l'avez compris, l'idée était de compléter des travaux d'anticipation et de scénarisation des planificateurs militaires avec des réflexions davantage out of the box. Cette initiative a pu faire sourire ici ou là, y compris en interne, mais les résultats ne se sont pas fait attendre. L'armée de terre a ainsi pu anticiper l'événement d'un nouveau domaine logistique. Je m'explique. Du fait de leur sensibilité, de leur poids et de leur encombrement, les munitions et les carburants ont toujours été les deux composantes les plus contraignantes de la logistique militaire. Et au passage, savez-vous quelle est la troisième? Les pneumatiques, évidemment. Les dessins et scénarios issus de la Red Team ont rapidement mis en évidence que la gestion des sources d'énergie allait être fondamentale. En effet, elle est très rapidement devenue la plus critique des composantes logistiques du fait de la multiplication exponentielle du nombre de piles, de batteries de toutes sortes, indispensables au fonctionnement des systèmes d'information et de communication, mais aussi la plus grande connexion entre eux des engins de toutes catégories. À cet esprit de Red Team est directement associée l'indispensable culture de la parole libérée, mauvaise traduction de speak out culture américaine. Elle doit permettre à chacun de pouvoir s'exprimer sous réserve d'un minimum de formalisation et d'organisation. Un exemple. J'ai commandé les forces françaises en Afghanistan en 2010, avec autour de moi un état-major de premier de la classe, provenant de la Légion étrangère, particulièrement compétent et expérimenté. J'avais également en permanence à mes côtés, totalement hors hiérarchie formelle, 3 légionnaires que j'avais sortis de leur régiment, dont un caporal d'origine laotienne, jeune en service, mais qui avait été longtemps un élu national dans son pays. Le 1er juillet, les dates ont leur importance, mon état-major, de grand garçon, m'a présenté pour approbation un plan d'opération de 3 semaines, devant démarrer le 12 juillet. Travail remarquable, je ne détaille pas, 19,5 sur 20 à l'école de guerre. Avant de donner le feu vert, j'ai demandé à mon caporal Eto'o Singto « Qu'est-ce que tu penses de ça ?» Il m'a dit avec un accent laotien que je ne garderai de refaire, mais en général, je n'ai rien compris. Moi, je ne suis pas compétent. Je suis sûr que ça va bien se passer. Par contre, ce que je puis vous dire, c'est que si le 14 juillet sur les Champs-Élysées, alors qu'il est entouré de journalistes, le président de la République apprend la mort, ne serait-ce que d'un légionnaire, on va gâcher la fête et on va nous le reprocher. J'ai donc donné le feu vert pour cette opération, qui s'est au passage révélée très fructueuse et qui n'a démarré évidemment que le 15 juillet. Merci Singto. L'éventualité d'être traduit devant le tribunal des opérations des générations futures impose de comprendre, au sens latin du terme, le contexte global des opérations que l'on conduit. C'est ma deuxième réflexion. Il s'agit d'embrasser la vision la plus complète des causes et conséquences de nos actions. Quelques coups de projecteur pour illustrer comment cela peut se traduire pour un chef militaire. La bataille des perceptions est majeure, car d'elle dépend la bonne compréhension de la légitimité des actions conduites sur le terrain. Légitimité aux yeux des responsables politiques, prompts à réagir devant BFM TV ou CNN. Légitimité, bien sûr, aux yeux de notre opinion publique, qui regarde les reportages de TF1, qui tentent d'expliquer en quelques minutes, pour ne pas dire secondes, les complexités du théâtre afghan ou les interconnexions entre les tribus touaregs, ce qui est évidemment une gageure. Légitimité
aux yeux des populations locales, auprès desquelles et le plus souvent pour lesquelles nous opérons. Légitimité, évidemment, aux yeux des familles de soldats qui regardent la télévision, mais plus important encore, légitimité aux yeux de nos soldats, très soucieux de voir l'esprit de leurs actions parfaitement retranscrit. Sur ce dernier point, le général américain, qui était mon chef alors, un mélange apparent et trompeur de John Wayne, King Kong et Rambo, mais fin connaisseur des arcanes du Pentagone, disait avec justesse « Commander, messieurs, est très facile. Il suffit d'expliquer avec des mots simples. Et puis répéter, 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 inlassablement répéter. » Pourquoi? Parce que, évidemment, nos soldats ne sont pas stupides, mais notre métier est impossible à faire si on ne se rappelle pas toujours le sens de ce qu'il nous oblige à faire. Un chef militaire comprend donc très vite que l'essentiel n'est pas ce qu'il fait, ni même ce qu'il montre, mais bien la façon dont il est compris. Cette bataille de l'influence et des perceptions est certainement la plus décisive dans les guerres modernes. Il n'y a qu'à regarder la télévision aujourd'hui, dès lors qu'on parle d'Ukraine. Je suis convaincu d'une chose. L'arme informationnelle n'est bien sûr jamais neutre. Elle se retourne systématiquement contre celui qui ne l'utilise pas. Mais une fois qu'on a dit cela, comment manœuvrer sur ce champ de bataille immatériel sans devenir précisément ce que l'on combat, un propagandiste fourbe? Autre exemple, un peu trivial certes, de la compréhension nécessaire du contexte, dans un tout autre domaine, l'importance du fait environnemental. En 2017, un constructeur automobile français voulait étendre une de ses pistes d'essai sur le terrain de son voisin, un champ de tir très important pour l'entraînement des soldats français. La bataille en préfecture, je peux vous dire, partait très mal, et nous avions rapidement compris que nos arguments raisonnables, fondés sur la préparation nécessaire, indispensable au combat, n'allaient pas être décisifs. Au comble du désespoir, en fin de réunion, l'un de nous a soupiré « Quel dommage, si au moins nous avions sur ce camp militaire une espèce végétale ou animale rare. » Mais bien sûr. Et si on vérifiait? Après une vérification minutieuse par une ONG, bien sûr, une ONG, un sauveur inattendu est apparu sous la forme d'une magnifique petite grenouille jaune-vert que les scientifiques pensaient endémique au seul marais Picard, alors que nous étions dans l'Ain. Grâce soit rendue à cette charmante grenouille des champs, dont je vous fais grâce du nom latin, que nous avons sauvé bien sûr d'une extinction certaine et qui, de façon plus anecdotique, a permis un arbitrage final en notre faveur par un préfet moqueur. Dernier sujet de fond. Miser sur l'innovation est naturellement très important. Mais pourquoi faire? Dans quelle mesure? Quand? Et à quel coût? Dans un système militaire dans lequel les équipements sont souvent très coûteux et durent 30 à 40 ans en moyenne, les questions que se posent les ministères de la Défense sont nombreuses, mais se regroupent toujours en 3 catégories. Première catégorie, un cheval de course ou 3 mules. L'affaire devient intéressante lorsque les armées souhaitent 3 mules, mais se voient imposer un pur sang, évidemment beaucoup plus performant, mais plus fragile et beaucoup moins frugal. L'affaire devient encore plus intéressante au fil du temps et des coopérations internationales toujours délicates, lorsque le pur sang prévu se transforme progressivement en cheval de labour, dont d'ailleurs l'arrivée se fait toujours attendre. À certains égards, l'affaire peut devenir enfin très comique, lorsque, restrictions budgétaires aidant, le cheval de labour se transforme, bien entendu, vous l'avez compris, en une mule, une seule, et la boucle est bouclée. Dit plus savamment, la défense de la base industrielle et technologique de défense est certes vitale, mais elle a ses limites et ne peut s'appliquer à tous les domaines. D'autant que les trajectoires budgétaires, c'est bien connu, ne s'infléchissent toujours très positivement que dans les 3 à 5 ans à venir. Un barbier auvergnat de mes amis dirait plus simplement « demain, on rase gratis ». Deuxième question. Plusieurs outils spécialisés ou un outil polyvalent? Il n'y a de réponse satisfaisante qu'au cas par cas. Mais attention, le spectre du prêt à tout et bon à rien n'est jamais très loin. Les exemples sont nombreux, mais je ne les citerai pas, ayant encore, pardonnez-moi, quelques amis à Bercy.
Comme pour toutes les organisations de cette taille, il faut toujours trouver, évidemment, c'est un truisme, le juste équilibre entre le niveau de ressources nécessaires pour réparer le passé ou faire face au présent et celui destiné à un futur jamais certain, évidemment. Là encore, rien de bien nouveau depuis des siècles. Mais en la matière, il ne faut jamais confondre l'étoile et le chemin, les ambitions stratégiques et le pilotage des annualités budgétaires, bref, le pourquoi et le comment. Pas simple. Mais bien sûr, la question la plus fondamentale est bien celle de la place de l'humain dans les systèmes de combat du futur. Naturellement, la vie d'un soldat n'a pas de prix. Mais dans quelle mesure un État démocratique peut-il confier le pouvoir de tuer à un drone ou à un robot? Certes, l'exposer un soldat à bon escient, le protéger jusqu'au dernier moment ont toujours été la préoccupation principale d'un chef de bonne aloi, d'autant qu'il partage lui-même ces mêmes risques. Mais combien de cas où le flair d'un soldat, son intuition, ont eu raison face à la technologie? Je ne développerai pas. Combien de cas? Bien sûr, obtenir davantage de données et les traiter plus efficacement que l'adversaire, c'est majeur. Mais combien de cas dans lesquels un analyste a trié des informations de façon plus pertinente, de façon parfois très intuitive, mais de toujours plus pertinente qu'un algorithme. Le vrai sujet de l'innovation est donc de trouver et de maintenir le juste équilibre entre cette innovation absolument nécessaire, indispensable, et puis la place de l'homme dans la mise en œuvre de cette innovation. Je n'insisterai pas lourdement, sauf pour affirmer que les seules considérations juridiques sont insuffisantes pour aborder ce sujet, qui est d'abord et avant tout quasiment philosophique. C'est le sujet des démocraties que de répondre à cette question-là. Ce n'est pas le sujet d'un tribunal. Pour conclure cette brève intervention, sachez que nos académies militaires nous permettent d'étudier soigneusement tous les maîtres du passé, à commencer par les antiques, Périclès, Thucydide, Sun Tzu, en fonction du continent dans lequel on se trouve. L'Antiquité est bien l'aristocratie de l'histoire. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais j'approuve. Car très franchement, nous n'avons pas inventé grand-chose depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ, sauf peut-être l'atome, et encore. À Saint-Cyr, West Point, Sandhurst, l'anglaise, ou à l'Académie russe de Frunze, ou encore à Huangpu, en Chine, vous trouvez dans les bibliothèques des maîtres linéaires de livres détaillant les grands principes théorisant une guerre victorieuse. Sans rentrer dans les détails, les Américains et les Chinois en retiennent 10. Ce qui est intéressant, c'est que les 10 sont différents. Les Russes, 12, encore différents, des 10 plus 10. En France, on n'en retient que 4, probablement parce que nous avons une moins bonne mémoire. L'économie des moyens, évidemment. La concentration des forces, qui est un sujet de pauvre, si on pouvait être fort partout, mais concentrons nos forces. La défense de la liberté d'action, quoi qu'il arrive, toujours conserver l'initiative, évidemment. Et puis l'unicité du commandement. Quand il y a 2 chefs, il n'y a pas de chef. C'est ce qui faisait que le maréchal Foch disait « J'ai moins de considération pour Napoléon depuis que je sais ce qu'est une coalition. Quand il y a 2 chefs, il n'y a pas de chef. » Mais, at the end of the day, comme diraient les Américains, je suis convaincu qu'il n'y en a qu'un. Malheur aux vaincus. Vae victis. Voilà. On oublie Alésia. Alésia, on ne sait pas où c'est. Malheur aux vaincus. Combien de vaincus n'ont pas eu de chance, simplement? Et pour conclure la conclusion, comme Churchill ou Nehru l'ont bien compris, seuls les vainqueurs écrivent les histoires qui font la grande histoire. Et je me permettrai de rajouter, même ceux, nombreux, très nombreux, qui ont simplement eu beaucoup de chance.